Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Il est 20h, voici les titres en ce samedi 16 août 2025. Indignation après l'abattage d'un arbre planté en hommage à Ilan Halimi. L'olivier symbole de mémoire a été détruit à Épinay-sur-Seine. Une enquête est ouverte pour retrouver l'auteur de cet acte à un caractère antisémite. L'écrivain algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis 9 mois, continue de s'exprimer à travers ses romans. Ces textes diffusés depuis sa cellule portent un message de résistance et de liberté. Les liens entre Donald Trump, le président américain, et la Russie, de nouveau sous les projecteurs. À la une enquête qui retrace comment Moscou a accompagné la trajectoire politique du président américain. Et puis dans l'enquête du Grand News ce soir, l'affaire Delphine Jubilard. Après 5 ans de sa disparition, les zones d'ombre demeurent encore. Témoignages contradictoires, indices troublants et un procès très attendu. Nous reviendrons sur ce mystère judiciaire qui continue de diviser. Direction l'Algérie maintenant. L'écrivain Boualem Sansal, connu pour ses prises de position critiques envers le régime, est détenu depuis maintenant 9 mois. Mais malgré l'enfermement, sa voix continue de résonner à travers ses romans, lus et relayés bien au-delà des murs de sa prison. Reportage d'Antoine de Saint-Exupéry. Boualem Sansal n'a plus de tribune publique. Mais ses mots, eux, parviennent toujours à franchir les murs de sa cellule. Emprisonné depuis 9 mois en Algérie, l'écrivain continue de faire vivre son combat grâce à ses romans. Ses textes, transmis par ses proches et ses éditeurs, circulent en France et à l'étranger. À travers ses écrits, Boualem Sansal dénonce l'autoritarisme, l'obscurantisme et défend la liberté de penser. Ses prises de position lui valent depuis longtemps la méfiance du pouvoir algérien. Même derrière les barreaux, il reste une voix essentielle. Son œuvre est une arme pacifique contre la censure et la peur, nous raconte un soutien littéraire. En France, plusieurs associations et personnalités appellent à sa libération. Pour elle, son cas illustre la difficulté d'exprimer une pensée libre en Algérie aujourd'hui. Ses livres continuent de nous parler. Il nous rappelle que la liberté d'expression est un combat qui dépasse les frontières. Derrière les murs de sa prison, Boualem Sansal s'accroche à l'écriture comme dernier souffle de liberté. Ses romans deviennent ainsi l'écho de son combat, bien au-delà des frontières algériennes. C'est une ombre qui n'a jamais cessé de planer sur Donald Trump, le président américain, celle de la Russie. Depuis son arrivée en politique, le président américain est soupçonné d'avoir bénéficié directement ou indirectement le soutien de Moscou. Une enquête récente revient sur ses connexions et sur l'influence qu'elles auraient pu exercer, comme nous le montre ce reportage de Laure Blanc. Depuis 2016, la question des liens entre Donald Trump et la Russie ne cesse d'alimenter les débats politiques aux États-Unis. Accusations d'ingérence, soupçons de financement occulte, relais médiatiques, le Kremlin aurait, selon plusieurs enquêtes, accompagné la trajectoire de l'homme d'affaires devenu président. Les soupçons remontent à son premier mandat. Dès 2017, des rapports du renseignement américain pointent du doigt une campagne d'influence russe destinée à favoriser l'élection du candidat républicain. Des accusations renforcées par le procureur spécial Robert Mueller, même si elles n'ont jamais abouti à une condamnation directe de Donald Trump. Moscou a compris très tôt que Donald Trump pouvait être un allié objectif. Ses positions isolationnistes et son regard critique sur l'OTAN correspondaient aux intérêts russes. Selon les analystes, la Russie a soutenu Trump à travers plusieurs canaux, campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, relais d'opinion favorables et soupçons de financement indirect. Ce n'est pas seulement une question d'ingérence étrangère, c'est une question de souveraineté démocratique. Les États-Unis doivent tirer toutes les leçons de cette affaire. Les soupçons d'influence russe refont surface. Une polémique qui pourrait, une fois encore, peser sur son image et sur le climat politique aux États-Unis. Notre enquête ce soir, l'affaire Jubilard, c'est une affaire qui passionne autant qu'elle divise. Le 20 décembre 2020, Delphine Jubilard disparaît subitement dans le Tarn. Depuis, son mari, Cédric, le toqueur de tous les soupçons accusés de meurtre de son épouse et qui nie farouchement.
Alors que le procès doit s'ouvrir en septembre prochain, l'enquête, elle, révèle des zones d'ombre et plus de zones d'ombre et des contradictions et des tensions. Retour sur une énigme judiciaire hors norme avec notre journaliste Bernard Fleury pour l'enquête du Grand News. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillard s'évapore. Cette infirmière de 33 ans, mère de 2 enfants, disparaît de la maison familiale de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Dès les premières heures, les recherches s'organisent, battues dans les bois, fouilles de puits, plongeurs mobilisés, mais aucun indice déterminant. Très vite, les regards se tournent vers son mari, Cédric Jubillard. Un homme décrit comme instable, parfois colérique, mais qui continue de clamer son innocence. Les enquêteurs relèvent pourtant des éléments troublants, une paire de lunettes brisées, des contradictions dans ses déclarations, et surtout, des propos de leur fils aîné Louis, aujourd'hui âgé de 10 ans, évoquant une dispute la nuit de la disparition. Les lunettes, par exemple, ne pouvaient pas avoir été simplement abîmées par accident. Les expertises montrent une casse volontaire, liée à une pression forte. C'est un élément central pour l'accusation. Mais l'affaire Jubillard, c'est aussi une succession de zones d'ombre. Pas de corps, pas de scène de crime clairement identifiée. Et un mari qui, contrairement à d'autres affaires, n'a jamais avoué, maintenant inlassablement qu'il n'a rien à voir avec cette disparition. On n'a aucune preuve matérielle. Tout repose sur des interprétations, sur des hypothèses. Rien ne démontre qu'il est coupable. Le 22 septembre prochain, la cour d'assises du Tarn devra trancher. Pour les uns, Cédric Jubillard est le coupable idéal. Pour d'autres, il reste un homme présumé innocent, enfermé depuis 3 ans sans preuves irréfutables. L'affaire Jubillard, entre passion médiatique et drame familial, pourrait bien devenir l'un des procès les plus scrutés de ces dernières années. Un procès où, peut-être, apparaîtra enfin la vérité. C'était Bernard Fleury, pour l'enquête du Grand News. C'est une crise environnementale mondiale qui s'aggrave de jour en jour, la pollution plastique. Les négociations internationales censées aboutir à un accord global se sont une nouvelle fois heurtées à des profondes divergences. Derrière cet échec, les intérêts économiques notamment liés à l'exportation de déchets plastiques, comme nous le montre ce reportage de Marine Lecornec. Sur les plages, dans les rivières, jusque dans les estomacs des poissons, le plastique est partout. Chaque année, plus de 400 millions de tonnes sont produites dans le monde. Une pollution tentaculaire que les États tentaient de réguler par un traité international, mais les négociations viennent d'échouer. En cause, des intérêts opposés entre pays producteurs et pays importateurs. D'un côté, les grands exportateurs de déchets plastiques, comme les États-Unis ou plusieurs pays européens. De l'autre, les pays en développement, souvent transformés en décharges géantes, qui dénoncent une injustice environnementale. C'est un rapport de force permanent. Les pays riches veulent continuer à exporter leurs déchets, tandis que les pays du Sud réclament un arrêt pur et simple de ces pratiques, raconte un expert environnemental. Selon l'ONU, si rien n'est fait, la production de plastique pourrait tripler d'ici 2060. Avec, à la clé, un impact désastreux sur la biodiversité et sur la santé humaine, microplastiques dans l'air, dans l'eau, et même dans nos organismes. Pour les ING, l'urgence est d'imposer des règles strictes, à l'image de l'accord de Paris sur le climat. Mais face aux blocages politiques et aux intérêts industriels, la route vers un traité mondial sur le plastique s'annonce encore longue et semée d'embûches. À Pau, un drame est survenu au stade nautique. Un bébé de 18 mois a été grièvement brûlé au pied au 2e degré après avoir marché sur des dalles surchauffées en béton, un problème déjà signalé depuis plusieurs années et qui relance la question sur la sécurité des usagers. Pierre-Yves Henry, Laure Blanc et Bernard Fleury. 3 petits pas et un cri de douleur. Mardi, au stade nautique de Pau, un enfant de 18 mois s'est gravement brûlé les pieds sur des dalles surchauffées. Ses parents l'ont immédiatement transporté aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Pau, où des brûlures au 2e degré ont été constatées. Les brûlures se sont étendues sur toute la longueur des 2 voûtes plantaires. Les parents dénoncent une absence totale de signalisation sur le danger, pourtant connu depuis plusieurs années. On ne nous a jamais prévenus. Il a suffi de quelques secondes pour que ses pieds soient brûlés. On ne veut plus que cela arrive à d'autres enfants. Le problème de surchauffe de ces dalles avait déjà été signalé dès 2014. Des expertises avaient été menées, mais aucune solution durable n'avait été trouvée. En 2018 déjà, un enfant avait été brûlé dans des circonstances similaires.
le problème de surchauffe de ces dalles avait déjà été signalé dès 2014. Des expertises avaient été menées, mais aucune solution durable n'avait été trouvée. En 2018 déjà, un enfant avait été brûlé dans des circonstances similaires. Aujourd'hui, la municipalité de Pau reconnaît une difficulté persistante mais affirme que des mesures de sécurité supplémentaires vont être mises en œuvre. La ville a par ailleurs engagé une procédure judiciaire contre le cabinet d'architectes à l'origine du projet. Nous avons saisi la justice et nous mettons tout en œuvre pour renforcer la sécurité. Mais il faut aussi que les responsabilités initiales soient reconnues. En attendant, la famille de l'enfant compte porter plainte. Pour elle, l'objectif est clair, éviter que d'autres ne vivent le même cauchemar. La 51e vague de chaleur enregistrée en France depuis 1947, qui a débuté le vendredi 8 août dernier, est toujours en cours sur le pays avec de nombreux départements en vigilance canicule. La nuit de samedi à dimanche s'annonce à nouveau très chaude sur la façade de l'Atlantique, au sud du pays, avec des minimales atteignant encore les 20 degrés en Bretagne sud et les 25 degrés près de la Méditerranée. Au cours de la journée de dimanche, sous l'influence grandissante du vent du nord sur le pays, les températures baissent un petit peu partout, malgré la persistance de très fortes chaleurs entre 35 et 37 degrés du sud-ouest au sud-est. On retrouve en journée des orages dans les Alpes du Sud et ainsi que de la Corse, tandis que Mistral et Tramontagne soufflent jusqu'à 60 km/h en pointe. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir suivi le Grand News. Nous ne donnons pas rendez-vous samedi prochain, mais vendredi exceptionnellement. D'ici là, passez un très bon week-end, une belle semaine et je vous remercie pour votre fidélité. À vendredi.